Ok, du coup, donc merci beaucoup de vous être connectés pour notre discussion de ce soir. On a la chance d'être avec Claire Fénard, qui est Product Design Lead chez Mocha Financial Technologies, que je vais laisser se présenter dans quelques secondes parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Et du coup, on va parler de comment rester pertinent dans une industrie qui bouge si vite. L'industrie, on parle évidemment du product, des produits technologiques, et de comment en fait continuellement remettre en question ses acquis, se challenger pour apprendre toujours plus et voilà, rester à la page de l'innovation et des nouvelles choses qui se font. Pour vous dire en quelques mots où est-ce qu'on est ce soir, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. En fait, on a deux formations, une formation en product management et une seconde formation en product design. La première, elle existe sous deux formats. Un format en 7 semaines intensives, toute la journée de 9h à 17h30 pour se former en continu, et un deuxième format qui est en temps partiel, c'est-à-dire en cours du soir en ligne. La chose qui réunit toutes nos formations et qu'on fait à chaque fois, c'est d'utiliser une pédagogie qui passe à 80% par la pratique et 20% de théorie, évidemment. Une pédagogie qui passe par la pratique, ça veut dire qu'en fait, continuellement, on va challenger les étudiants, on va leur mettre des problématiques dans les mains, les entraîner avec des outils type Figma, Miro, etc., et vraiment en fait les faire pratiquer, les faire s'entraîner sur des vraies problématiques produits pour qu'ils se trompent un maximum et qu'ils apprennent un max. Par rapport aux prochaines formations qu'on organise, du coup, on a le 6 septembre notre prochaine formation, le bootcamp en 7 semaines, et aussi on a la formation en product design qui commence pas ce mercredi, le mercredi suivant. Si vous avez des questions, j'ai mis mon email en bas de la slide, donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vais tout de suite vous parler de nos prochains rendez-vous qui sont tous dispo sur Eventbrite. On en a un notamment ce jeudi qui sera de 17h à 18h sur les technologies persuasives et comment construire un produit qui respecte l'éthique tout en utilisant en fait ces petits mécanismes de persuasion qu'on peut utiliser pour un peu entre guillemets berner le cerveau. Je dis entre guillemets parce que justement, on va mixer ça avec l'éthique et du coup ne pas en abuser et ne pas en prendre trop avantage. Enfin, pour trouver tous les replays de nos webinars, vous pouvez aller voir directement sur notre chaîne YouTube, et évidemment pour toutes les ressources, on en a un max sur notre site internet johnmaestro.co. Juste petite règle d'or par rapport à ce lieu d'échange, c'est vraiment un place to learn. C'est nos webinaires, on les organise pour vraiment créer de la discussion, créer de l'échange entre les participants. Typique, vous le savez très bien, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, le chat il est fait pour ça. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête et nous on essaie d'y répondre. Et aussi n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans la fenêtre sondage et de voter quand on vous pose des petites questions. Et du coup, là, tout de suite, pour les personnes qui sont avec nous, vous pouvez mettre dans le chat ce que vous êtes venus chercher. Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à ce webinaire? Est-ce que c'est parce que vous connaissez Claire et vous voulez en savoir un peu plus sur son XP? Est-ce que vous êtes product designer? Est-ce que vous aspirez à devenir product designer? Est-ce que vous êtes PO, PM, etc.? Dites-nous un petit peu pour qu'on sache qui est dans l'audience et qu'on puisse de ce fait un peu aiguiller nos réponses et puis vous donner le maximum de réponses sur ce que vous êtes venus chercher. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on organise cette discussion? Justement, en fait, le pourquoi derrière cette thématique, c'est vraiment l'idée de continuellement se challenger, de pas se reposer, de pas se complaire un peu dans des écueils qu'on a assimilés pendant notre carrière, et de vraiment rester ouvert à de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment une philosophie qu'on a chez Maestro, et c'est pour ça trop contente d'organiser cette discussion avec toi, Claire. Et aussi, petit exercice pour vous. Donc là, j'entends des petites notifications, vous devez vous présenter dans le chat. Mais aussi, ce que je vous propose, c'est à la fin du webinaire, que comme ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir, digérer, que tout le monde partage une ressource, par exemple un livre, un podcast, un film, un média, n'importe quoi, un compte Twitter, quelque chose qui vous plaît et que vous voulez partager aux autres participants de cette discussion. Voilà, ça peut être en rapport de près ou de loin avec le product, pas d'obligation, mais comme ça c'est cool, je pourrais vous envoyer une petite liste de toutes les sources qui ont été partagées. Donc voilà, ça sera votre homework pour la fin de ce webinaire. Et maintenant, je vais te donner la parole, Claire, pour nous raconter un petit peu ton parcours et qui tu es. Merci. Que dire? J'ai commencé en design en 2008, donc j'ai l'impression que c'était il y a 10 000 décennies.
Enfin, Internet était là, mais c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et déjà, tout de suite, j'ai dû envisager qu'est-ce que j'allais faire ensuite, qu'est-ce que le design, ça voulait dire. Parce qu'on me disait, design, c'est design graphique. À l'époque, c'était principalement ce qui existait, et, directeur artistique. Et j'avais déjà cette graine. Est-ce que vraiment, c'est ce que je suis, c'est ce que ça va être? Est-ce que ce qu'on me dit être la définition du design, ça va être la même chose dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, si moi, j'en veux faire ma carrière? Et finalement, tout ce que j'ai choisi ensuite comme expérience, je les ai choisis pour essayer de challenger cette idée de qu'est-ce que le design et d'aller farfouiller, découvrir d'autres choses pour pouvoir le comprendre. Donc de ça, je suis partie en design graphique, j'ai fait de la direction artistique à DDB. Ensuite, plus récemment, en 2011, je suis passée à Montréal parce que je trouvais que la vie française était un petit peu trop rigidifiée dans ses modes de travail. C'était la première fois à Montréal, je trouvais que c'était assez merveilleux et qu'il y avait une pensée un peu plus libre, mais j'étais toujours très installée avec mon design graphique, papier et publicité dans un monde qui, lui, s'en allait de plus en plus vers le numérique et j'étais du coup plus adaptée. Je cherchais à m'installer sur les lieux. En cherchant, j'ai trouvé une école éthique qui se trouvait être en France. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir que je reparte en France. Et j'avais déjà l'idée de retourner à Montréal quand je pouvais. C'est ce que j'ai fait. Mais l'éthique m'a permis, entre-temps, je suis revenue à Montréal il y a 2 ans, de me balader un peu partout, de tester différentes choses en France et aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis passée à Good Apple, qui était au Colorado, et qui faisait du design, ce qu'on dit 360 multidisciplinaire, donc extrêmement intéressant parce que travailler avec des gens qui font des choses dans tous les domaines et qui le prennent comme un mindset et sans entrer seulement dans une petite niche et à faire que des choses, par exemple, que du e-commerce. Mais là, c'était vraiment extrêmement grand. Mais parlant de e-commerce, je suis passée à Napoleon Agency qui, eux, étaient... Alors, ils ont changé de nom, mais c'était une vraie référence à ce moment-là, en 2016. Ergonomie, UX pur et dur, faire des essais de co-création avec les clients, essayer vraiment de résoudre une problématique et pas seulement liée au digital. Ensuite, je suis passée dans le monde du produit et depuis 2017, je suis que dans des startups. Kicker, Glose et Mocha sont que des startups qui sont un environnement extrêmement intéressant si justement on veut se challenger pour apprendre et aller découvrir des choses. Ça va tellement vite qu'il n'y a pas le temps, il faut aller chercher les infos et faire. Donc, dans le cadre de ce qu'on essaie de raconter aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant de travailler dans les startups parce que vraiment, on plonge dans le sujet et il faut juste nager parce qu'on ne peut pas couler. Donc, il faut apprendre à aller chercher des choses et c'est en faisant ça qu'on évolue. Et puis, avant même qu'on se rende compte, on a parcouru énormément de chemin. Trop cool, j'adore. Tu as fait ton introduction et en même temps, tu as commencé à expliquer de quoi on allait parler. Du coup, top. Et je vais arrêter de partager mes slides. Et du coup, donc tu l'as un tout petit peu dit, mais je vais directement te poser la question cruciale en fait de ce sujet enfin le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de toujours apprendre? Tu te souviens, quand on a préparé ce talk ensemble avec Flavie, je lui partageais un élément que j'avais vu que je trouvais sidérant. Nos parents, ils apprenaient un métier et puis sur 20 ans, facile, ils avaient des skills techniques et puis ils étaient tranquilles. Ils avaient appris quelque chose, ça restait. Aujourd'hui, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, dans 1 an et demi, 2 ans, c'est obsolète. Ça fait vraiment peur quand on entend ça, mais ça montre juste une chose, c'est qu'on est dans un monde qui va extrêmement vite et qui va d'ailleurs beaucoup plus vite que notre capacité humaine à processer des informations. Donc, comme on sait que c'est une base qui est là pour rester, ce changement perpétuel, on en vient à être obligé de se dire, bon, ben moi, la compétence qu'il faut que j'ai toute ma vie, c'est apprendre à bien apprendre. Et qui plus est, apprendre à désapprendre c'est vraiment comme un empilage d'informations et toujours les vérifier qu'elles sont pertinentes pour le cadre actuel dans lequel tu navigues et aller travailler et les empiler, capitaliser sur le savoir que tu as fait et accumuler des choses qui ensuite petit à petit feront plus de sens et vont venir décanter, enlever ce qui sera plus obsolète pour remplacer par des choses qui le seront plus. Donc tout ça, c'est vraiment être en lien avec ce qui se passe autour de toi pour juste être sûr que ce que tu comprends correspond véritablement à la structure à laquelle tu évolues. Pour ça, c'est juste absolument vital de s'assurer qu'on est au tempo. Et comme le tempo va très vite, il vaut mieux
essayer d'aller le plus vite possible et d'avoir des tips pour ne pas se laisser dévorer. Oui, complètement. Et puis ça, c'est très rattaché au monde de la tech, parce que j'ai lu la même chose que toi en me renseignant un petit peu. Et alors, ce que j'avais trouvé, c'est un ingénieur, il y a un siècle, pour obtenir son diplôme, il avait un socle de connaissances dont la valeur allait s'estomper de 50%. Attends, c'est quoi? Au bout de 35 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est au bout de 2 ans. Voilà. Et j'avais lu ça et j'ai fait oh. Donc ouais, vraiment c'est énorme comme différence. Et exactement comme on voit les métiers de product designer ou de product manager qui petit à petit se façonnent, prennent de la place dans les entreprises, on se dit il y a 15 ans ils étaient dessinés mais ils n'étaient pas aussi bien définis, autant reconnus. Donc ça c'est une autre preuve que en fait ça bouge hyper vite. Et du coup j'ai une petite question par rapport à l'écosystème qu'on choisit, dans lequel qu'on choisit pour évoluer. Est-ce que tu as des conseils où est-ce qu'il faut aller quand on choisit par exemple une entreprise dans laquelle on va prendre un job de product designer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on s'assure pour être sûr qu'on va avoir cette place, tu vois, pour apprendre? Je dirais, n'attendez pas des autres que ce qui viennent vous donner les informations, parce que tout le monde n'a pas envie de partager. Mais il y a toujours à apprendre. C'est juste que c'est pas systématiquement ce que tu voudrais apprendre. Et ça, c'est quelque chose de certain quand tu te balades d'une entreprise à une autre. Il faut rester ouvert, être dans l'observation. C'est comme un produit en vérité. Tu fais du design, tu regardes, on commence par observer, être empathique, regarder ce qui se passe. Et il y a des choses, des patterns qui vont se révéler, des motifs. En observant et en prenant le temps de regarder, ils vont se déceler. Donc, c'est pas en arrivant en disant, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que tu peux m'apprendre? Tout le monde ne peut pas, même ça peut marcher. Il y a des gens qui sont mentors naturellement ou qui seront très, très heureux de partager leur savoir. Mais plus souvent, c'est de façon assez indirecte que ça va arriver et partir par un gros travail d'observation de sa part à soi et connecter les choses. Et d'être ce qu'on appelle du shadowing, donc vraiment juste à se poser la question, ok, la personne fait ça, essayer de le décortiquer, essayer de comprendre, faire le lien, quitte à ensuite poser des questions en disant, est-ce que vraiment, j'ai compris que tu faisais ça, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah oui, bah tiens, je ne l'ai pas inventé, c'est tel framework qui vient de là, ou c'est machin qui me l'a appris, ou j'ai appris ça à l'école. Donc en posant des questions, en commençant à construire des relations et à vraiment interviewer son entourage immédiat, qu'il soit ou non intéressé à partager. Donc, c'est juste que si jamais c'est pas quelque chose que les gens font naturellement, on va un petit peu peut-être aller décortiquer les informations, aller les chercher de façon indirecte, mais la réalité est toujours là, c'est qu'il n'y a pas une structure qui est meilleure qu'une autre pour apprendre, parce qu'une entreprise, c'est là où tu dois être performant et on n'est plus à l'école, donc il n'y a pas vraiment de milieu d'entre deux, mais il y a quand même des manières comme ça pour aller régulièrement chercher l'information. Quelque chose qui n'est pas évident et que j'ai appris et que je continue à apprendre, c'est que tu rentres dans une entreprise. Déjà, au tout début de sa carrière, on est tellement excité d'arriver dans une entreprise que ces choses-là, en tout cas pour moi, c'était absolument pas, ça n'existait même pas. C'était inconscient. Comment? C'était inconscient un peu. Tu vois, le fait d'enregistrer, d'accumuler beaucoup d'infos, c'était… Absolument. Et si tu as de la chance, il y a des mentors, il y a des gens qui naturellement vont venir te guider. Ça, c'est le Saint Graal, c'est merveilleux quand ça arrive, quand ça tombe dans les mains. Mais c'est quelque chose qui va aussi avec tes guts. C'est est-ce que je sens que cet endroit est… ça peut sembler évident, mais est-ce que je me sens alignée avec les valeurs de cet endroit? Est-ce que je suis intriguée? Est-ce que je suis excitée? Est-ce que je vois une différence entre ce que j'ai appris, entre tout ce que je crois savoir et puis ce que je vois là? Et puis évidemment, c'est jouer avec son esprit critique. Comment décider si une information est valable pour mon système de connaissances ou pas? J'ai une base de données, ma propre base de données d'informations, puis je vais aller la confronter avec ce que quelqu'un d'autre me dit. Puis soit je me dis, ok, non, pour telle et telle raison, je ne suis pas sûre que ça me parle tant que ça, parce que finalement, je suis assez raccord avec ce que j'ai appris, c'est pertinent pour telle et telle raison. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que même les mauvaises expériences, on apprend. On apprend, on se dit, OK, ça, c'est pas pour moi, pour telle et telle. Donc, ça va solidifier les bases pour lesquelles peut-être tu n'étais pas sûr, mais qui vont se confirmer comme étant valables, comme étant pertinentes.
Et au contraire, si on a des personnes qui apportent de l'information nouvelle, ça veut dire donner comme plus de valeur ou éclairer sur un angle nouveau ces informations qu'on avait en base de données personnelles et faire voir les choses complètement différemment. Oui. Donc, c'est comme vraiment un chemin, tu t'avances et puis l'horizon, il se dessine et peut-être quelque chose qui était une petite colline et tu sais même, en fait, tu sais pas si c'est une colline ou une montagne et puis tu te fais une idée fixe en disant, c'est ça. Puis quelqu'un dit, regarde comme ça, ah ouais, et ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, juste communiquer. Ok, je vois. Et du coup, là, de ta réponse que j'ai vraiment réussi à détacher, tu me dis si je me trompe pas, en premier, c'était vraiment l'idée d'être moteur. Ça veut dire que en fait, tu vas pas attendre qu'on te donne la béquille, quoi. Si tu veux apprendre, si tu veux de l'info, c'est à toi de prendre les choses en main. Le deuxième que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est une question un peu de ressenti. Par exemple, quand tu passes un entretien ou quand tu as les premiers échanges un peu informels avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler, évoluer, c'est de voir est-ce que tu sens que tu seras à l'aise dans cet environnement, est-ce que tu sens que ça fit avec est-ce que tu as envie d'apprendre de ces personnes, est-ce qu'elles vont te donner ce que tu veux, et en troisième, c'est est-ce que ce que je vais apprendre là, ça fit avec mon background, ce que je sais déjà, est-ce que ça va matcher, est-ce que ça m'intéresse d'apprendre ça, c'est ça un petit peu la dernière. Ok, je vois. Et aussi, un élément, essayer encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais parfois il vaut mieux le dire pour vraiment l'avoir en tête. Et aller vers des choses qui sont complètement différentes de soi. Je sais que quand je travaillais à Kicker, je travaillais avec des gens qui étaient des ingénieurs hardware. On avait une usine en Chine. Leur état d'esprit, leur façon de voir le monde est complètement différent de la mienne. C'était extrêmement intéressant parce que justement, j'apprenais, je puisais de leur façon d'appréhender les problèmes et de les résoudre, qui est complètement différent, et je m'en inspirais pour essayer de détailler ma pratique. Donc ça, en tant que designer, vraiment dans l'observation et aller avaler, s'inspirer, mais laisser décanter et inspirer son approche par d'autres approches qui sont éloignées, c'est extrêmement riche. Et toutes ces choses-là, c'est clairement pas des choses qu'on va apprendre à l'école, donc c'est en étant dans les pratiques. Donc, un peu comme les pays du Nord vont dire, quand on a la vingtaine, on a 1 année ou 2 années sabbatiques pour aller expérimenter les choses et s'apprendre. Mais finalement, c'est la même chose en tant que jeune designer, encore plus pour des métiers comme designer et même product manager. C'est la curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est la base. C'est sois curieux et pratique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Va chercher. Donc va voir des choses qui sont complètement différentes, exprès, et en se diversifiant ainsi, c'est là où on va aller trouver des informations auxquelles on n'aurait pas pensé par soi-même, simplement parce que c'est différent de soi, mais qui justement vont nous enrichir pour rendre sa propre pensée plus solide et flexible. C'est cool parce que ça, c'est un peu la philosophie de nos formations, je trouve, tu vois, et ça même, j'ai mis du temps à vraiment comprendre ça dans la pédagogie, mais tu vois, je trouve que c'est hyper important quand on se forme et quand on s'auto-forme, de voir qu'en fait, on nous donne énormément de ressources, on nous donne plein de pistes, de choses à aller avoir, mais en fait, voilà, si t'es pas autonome, tu verras rien en fait. Si t'es pas autonome dans ta manière d'aller fouiller sur tel sujet, d'aller vraiment lire les ressources, de t'entraîner, de pratiquer, par exemple, si tu as une formation d'une matinée sur un produit, pardon, pas sur un produit, sur un outil genre Figma, je dis au pif, mais que derrière tu vas pas pour t'entraîner, pour pratiquer, tu vas le perdre en fait. Donc c'est vrai que là-dessus je trouve que c'est vraiment l'autonomie dans la manière de s'auto-former qui est très importante et très forte. Et du coup, tu as un petit peu anticipé ma question d'après en parlant de travailler avec des équipes qui ont des méthodes et des manières de réfléchir qui sont assez éloignées de ce dont tu as l'habitude. Du coup, ma question, ça serait comment est-ce que toi, dans ta carrière, tu as appliqué cette philosophie? Comment est-ce que tu t'es challengé sur tes acquis? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples? Non, désolée, en effet, j'ai jumpé. Je parlais de. Moi, j'ai clairement. Je ne savais pas forcément ce qui m'intéressait ou tout m'intéressait. Tout m'intéresse. Donc, je ne vois pas de moment où je ne serais plus curieuse ou envie d'essayer de nouvelles choses. Du coup, tout est fun, tout est drôle. Et au lieu de. À l'époque de nos parents, quelqu'un qui, heureusement, c'est plus le cas, mais qui, au début de ma carrière, c'était encore le moment où on trouvait ça suspicieux que j'aille rapidement d'un endroit à un autre.
Alors Ouais. moi, je dis non, je vais aller chercher des choses pour justement vous apporter quelque chose de cet enrichissement que je suis allée chercher. Heureusement, aujourd'hui, on le voit comme quelque chose de positif, mais aller comme ça picorer dans le bon sens du terme, donc passer d'une entreprise à une autre, à des environnements qui n'ont rien à voir l'un comme avec l'autre, et utiliser les contraintes à son avantage. En France, quoique au Canada aussi, il y a la fameuse clause de non-concurrence et de non-compétition, qui fait que si je travaille, on va dire, dans les objets connectés pendant 1 an, j'ai pas le droit, après ma démission ou après être partie de l'entreprise, j'ai pas le droit de travailler dans le même secteur. Sous quoi il y aurait des soucis de compliance. Bon, c'est une règle que on sait est une règle un peu faussée, mais en début de carrière, quand ça peut être intimidant et on peut la transformer en étant un outil qui n'est plus une contrainte mais un avantage, en étant bon, très bien, je vais partir sur quelque chose qui est complètement différent. Et ce n'est différent que l'industrie parce que finalement, le principe le process de design, lui, est universel. Donc, ça va juste dire que tu vas aller te former sur des choses qui sont juste une industrie qui, toi, t'étais inconnue à ce moment-là. Ça peut aussi être le moyen d'aller se rapprocher de valeurs qui sont importantes pour toi ou de passion, si, je sais pas, la musique ou quelque chose auquel tu tiens particulièrement, aider en healthcare ou EduTech. Enfin, ça ouvre la porte à plein de choses. Donc, utiliser les contraintes comme ça, des limitations de cette clause, à aller farfouiller, aller chercher des choses, ça peut être vraiment avec plein d'entreprises différentes. C'est quelque chose qui m'a servi parce que j'ai pu parler avec des personnes, des profils que si je m'étais écoutée, je serais probablement allée dans des structures qui étaient plus, on va dire, que je connais ou répétitives. Répétition en disant, bon, bah, moi, je ne sais pas, j'aime bien la lecture, j'aime bien la musique, donc je vais faire des startups ou, dans la lecture, la musique ou des agences. Alors que là, justement, il y a tellement de choses, il y a tellement besoin de designers qu'on peut littéralement attaquer n'importe quelle industrie et rencontrer des gens qui sont extrêmement différents de soi et aller au contact de modèles qui sont différents. Donc, se challenger intellectuellement. Donc, c'est clairement quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Mais là où quand même ça peut pêcher, c'est que surtout si c'est des petites structures, j'étais souvent seule. En étant souvent seule, c'est aussi quelque chose qui peut être une contrainte, mais j'encourage les jeunes designers à être des solo designers, à être des individual contributors, comme on dit. C'est pas forcément quelque chose qui est vu comme valorisé complètement en France, et j'espère que ça va changer. Mais il y a bien deux career paths. Tu peux être expert, en français ça va être expert, on commence sur un rayon et puis on va continuer et on va jamais monter au rôle de manager. Souvent en France, à partir d'un certain niveau de seniorité, on va passer à manager. Or, on s'entend bien que c'est autre chose, ça prend des skills particulières et c'est vraiment un autre métier. Et là, il y a vraiment l'idée que tu puisses te développer dans ces deux filières. Si c'est le cas, au début quand tu commences ta carrière et que tu ne sais pas forcément ce que tu veux faire, tu vas aller parler à des gens. C'est là où les mentors, ou aller communiquer avec des personnes en particulier que tu admires. LinkedIn est un outil extrêmement puissant à ce niveau-là. Au début de carrière, en milieu de carrière, même quand on est senior, parce qu'on va les connecter à des personnes en particulier. Et des gens qui ont déjà une carrière bien développée et aller les interviewer, aller leur poser des questions. Donc voilà, France parlait du T-shape, c'est justement une des choses qu'on peut évoquer. J'ai même lu un truc récemment, on parle du pi. Donc moi, dans ma tête, je me disais ce qu'il faudrait, c'est une brique, c'est-à-dire en gros être absolument le meilleur possible à tout niveau. Bon là, c'est peut-être on a un petit peu devancé parce que ça, c'est encore un autre élément, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire quand on va parler à des personnes en particulier pour les interviewer, pour comprendre quels ont été leurs chemins et essayer qu'est-ce qu'on veut. On va aller chercher des informations qui vont rebondir sur nous et puis ça va nous parler, ça va influencer nos propres décisions pour essayer de nous trouver. Un élément qui est extrêmement lié à tout ce qu'on raconte ici, c'est comment rester relevant, comment rester pertinent. Il faut déjà savoir qui on est. Et ça, c'est quelque chose qui est vital. Et le plus tôt on commence, le mieux. Donc, je parlais
d'aller faire son année sabbatique. Finalement, les premières années, ça peut être ça. On se balade dans différentes entreprises pour aller au contact de choses différentes, pour justement dire ça j'aime pas, ça je sais pas trop encore, mais peut-être que c'était juste le cas, je vais retenter. Donc on essaye plein de choses, et puis petit à petit, de façon naturelle, il y a des évidences qui vont apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est de assez tôt faire ce travail de réflexion, de se dire ok, moi qui je suis, et je vais monter mon framework de mes propres compétences. On parle de T-shapes, il y a aussi des choses comme j'ai sur les frameworks de Carrie Pass. Donc là, on peut parler de Vanessa Guillotto, si je la dis bien. Elle est Head of Design à TIGA, qui est une agence de consulting. Et ils ont un outil super intéressant qui ressemble à une roue, mais elle a monté ça pour justement pouvoir créer son équipe design avec des profils de designers qui sont complémentaires, différents. Et c'est génial parce qu'elle, ça l'aide à avoir quelque chose qui est super, genre des super saiyans, des gens qui sont complémentaires dans leurs skills. Mais eux, en tant que designers, ça les aide également à pouvoir avoir une vue plus précise et, comment dire, un scan évolutif de qui ils sont, qui ils vont être. C'est un outil qui évolue avec toi. En général, c'est dans des groupes qui sont déjà assez installés, qu'on a comme ça des frameworks un petit peu travaillés et aussi sophistiqués. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que plus tu le fais, toi-même, même si c'est inconscient, même si ce n'est pas formalisé avec des termes aussi techniques et standardisés, le fait de régulièrement se poser la question comment je sens les choses par rapport à telle expérience. Est-ce que je suis capable de dire ce que j'ai fait de bien et de moins bien? Est-ce que être capable de monter comme ça le squelette de sa réalité et même de ce qu'on appelle le README Manager, c'est vraiment être capable de dire moi je suis bon à ça, 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 ça. C'est une version quand même plus évoluée que les 3 petits bullet points qu'on met à la fin du CV. Et c'est la version beaucoup plus intéressante aussi des fameux moi je suis bon à Sketch, à Photoshop et à Figma. Les recruteurs, ils s'en fichent un peu. Les logiciels, ça n'a pas grande importance. Par contre, être capable de dire je sais que je suis fort dans tel domaine, j'ai tel et tel trait de soft skills, et du coup, je sais que je vais pouvoir me développer dans telle direction. Là, tu commences à avoir des ébauches de vers quoi tu pourrais tendre en tant que professionnel dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, et puis de toute façon, c'est pas, enfin, on va dire, c'est un outil un peu à utiliser en interne, un truc personnel. En fait, c'est pour toi, pour t'en rendre compte. T'es pas obligé de le dire très explicitement ou même de le mettre sur ton LinkedIn. C'est pas forcément l'objectif. C'est vraiment l'introspection. J'ai partagé là 2 sources qui viennent de Claire. Le premier, c'est un article sur justement ce qu'on disait avec le T. Alors là, il y a E, T or X shaped person. Donc bon, c'est un article en anglais, mais ça peut être intéressant pour ceux qui comprennent l'anglais de jeter un coup d'œil. Et en deuxième, l'interview de Vanessa, du coup de Tiga dont tu parlais, où j'ai mis le lien sur YouTube. Elle dure 30 minutes, mais voilà, je pense que c'est un bon une bonne ressource pour jeter un coup d'œil et comprendre justement la méthodologie qu'elle a mise en place. J'ai une question du coup très pragmatique. Ce travail d'introspection et de compréhension de ce qui te plaît et de comprendre justement est-ce que tu es un T ou un X shape, est-ce que tu l'as fait sur papier? Est-ce que tu as un tableau avec un truc où tu l'as mis par écrit, ou est-ce que c'est en fait un process que tu as conduit tout au long de ta carrière et que tu n'as pas forcément mis à plat? Là, comme ça, moi, personnellement, c'est un travail intérieur que je n'ai pas mis à plat, mais j'ai d'autres éléments. J'ai ce que j'appelle un brag sheet et un cheat sheet, mais apparemment, c'est un autre nom que certains l'appellent le hype file. Et c'est plus organique, mais c'est la même idée. C'est chaque fois qu'il y a des retours de qui que ce soit sur... tu les enregistres, tu les notes. Et tu peux faire un travail de catégorisation. Et ça permet de façon, c'est vraiment très data-centric, de justement ne pas se regarder, d'aller au-delà de ce que toi tu penses de toi, mais aller chercher des choses factuelles ou des personnes qui viennent te transmettre des informations, qu'elles soient positives ou négatives. Et si tu fais un travail... Donc, je ne l'ai pas de façon précise, je ne peux pas le montrer. Ou alors, je crois que j'avais un début, mais il est sur un autre ordi ailleurs. Mais je commence à avoir quelque chose où je sais.
que j'ai certains éléments très précis qui reviennent et ça me permet de pouvoir capitaliser sur mes forces et d'être au courant de mes limitations et de pouvoir trouver des raccourcis pour les limiter justement. Ok. Les amoindrir. Et comme ça, de vraiment avoir une vue fine, basée sur des faits, sur des projets, de là où sont mes forces et mes faiblesses. Et ça aussi, après, il y a des gens qui vont tellement naturellement te dire des choses. Tu peux aller dire, OK, tu as observé ça, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Je fais telle et telle chose. Une fois que tu as ce matériel, si tu le balances en réflexion avec toi, tes envies par rapport à ta carrière, ça commence à donner une grille de lecture pour justement dire, bon, ben, où est-ce que j'en suis? Quelle solidité j'ai pour pouvoir aller chercher les sujets qui m'intéressent? Et je trouve ça d'autant plus fort de se dire que en fait c'est des feedbacks externes. Enfin tu vois, c'est même plus on est tellement biaisé quand on regarde nos propres compétences et nos propres affinités, c'est difficile de le regarder avec du recul, surtout en début de carrière quand tu tâtonnes un peu de tous les côtés, que tu t'essayes à plein de pas forcément à plein de métiers mais à plein de secteurs différents. Du coup, ouais, je trouve ça hyper fort. Enfin, c'est une trop bonne idée. Je pense que je vais là à la fin, je vais me faire un Excel et je vais noter les feedbacks parce que du coup, faut pas mal d'assiduité, j'imagine, parce que ça peut s'oublier assez facilement ce genre d'infos. Par contre, pour que ça reste utile et valable, il faut vraiment le noter, quitte à se faire des screenshots. C'est aussi un outil qui a été plusieurs fois présenté comme une bonne ressource pour préparer ces, comment on appelle ça, annual review. Compétences annuelles, non, je sais plus. Mais bon, quand on a un rendez-vous avec son manager et qu'on revoit ce qui s'est passé pendant l'année, si on a, par exemple, si on veut peut-être préparer une demande d'augmentation ou je ne sais quoi, ben, c'est bon d'avoir une liste très précise des choses qui ont été faites et comment elles ont été faites, les retours que ça a eu, etc. C'est valable aussi là-dedans. Mais pour recadrer avec, parce que là on a parlé de l'annual review, mais en quoi c'est intéressant de faire ce genre d'exercice par rapport à ce qu'on essaie de répondre de répondre aujourd'hui, c'est t'essaies d'apprendre à apprendre et comment faire. Avant, pour savoir où tu veux t'en aller, il faut savoir déjà qui tu es. Et c'est ce travail d'observation de soi, il va en lien avec le travail d'observation du monde entier, de ce qui se passe autour de toi. Il faut que tu sentes, parce qu'il y a tellement de choses dans tous les sens, il y a tellement de signaux que tu ne vas pas pouvoir tout embrasser. Et ça, moi, c'est une conviction personnelle que j'ai, c'est que tu ne seras heureux et avec du succès que si tu vas dans la direction qui fait du sens pour toi. Et c'est vraiment personnel. Et on a la chance d'être à un moment où il y a tellement de possibilités en tant que designer que ce serait bien dommage de se poser cette question de où sont mes talents et où est-ce que je peux les donner, où est-ce que je peux les partager dans un cadre où ils vont être déployés, ils vont faire le plus de sens possible. Et là, je serai vraiment successful parce que je serai au bon endroit. Et ensuite, en général, les choses découlent assez facilement. Donc, c'est vraiment des choses en parallèle un travail intérieur mais extérieur, de sentir et de s'assurer qu'on comprend les imbrications les unes avec les autres et puis qu'on est au bon endroit pour y répondre. Et pour ça, c'est vraiment regarder, observer. En fait, c'est du design, hein, on observe, puis après on reprend et on repart. Tout s'interconnecte. Et ça me fait penser à une petite question, parce que du coup, dans ton parcours, on voit que t'as régulièrement en fait changé d'opportunité ou de job. Et aujourd'hui, je pense que voilà, ça commence lentement à devenir la norme pour le coup. Mais est-ce que justement, une petite question là, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te le reproche ou que tu sens vers un recruteur? Tu vois, potentiellement un recruteur qui te dise, mais il n'y a pas de consistance, en fait. Ah, mais complètement. Mais ça, c'est vraiment de moins en moins. Mais plus jeune, oui. Et c'était vraiment une douleur personnelle parce que je ne comprenais pas l'inquiétude qu'ils avaient. Pour moi, c'était une évidence que plus j'allais voir des choses, moins étriqué mon esprit allait être, donc plus pertinent j'allais être.
enfin, c'est vraiment la même logique que si on le voit avec la pandémie, on est à la maison, on bouge moins, on a les os qui craquent. Le simple fait de ne pas aller à la gym, c'est plus difficile. C'est de la gymnastique intellectuelle. Donc, je pense que c'était avec une culture plus classique qui, heureusement, est en train de disparaître. Et, en tout cas, dans nos métiers, dans nos industries tech, je pense vraiment que c'est fini, j'espère. J'ai vraiment plus, je crois que ça m'est jamais arrivé depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc, pour moi, c'est derrière. Dans les autres industries, je ne sais pas trop si on veut être dans un grand groupe, quelque chose de peut-être un petit peu plus standardisé ou plus classique comme approche. Oui, il y aurait peut-être encore cette méfiance, mais avec tout ce qu'on raconte là, on peut expliquer assez facilement qu'en fait, non, c'est une richesse, c'est une force et que le recruteur a tout intérêt à le voir de la même façon aussi. Donc, je pense qu'on est à une époque où les choses ont vraiment changé. Oui, et puis pour le mieux. Et puis je trouve ça hyper intéressant parce que ça ricoche vachement bien avec le deuxième point qu'on a abordé sur comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un écosystème sera fécond pour évoluer, pour comprendre. Bah, par exemple, un recruteur qui te reproche ça en entretien, c'est un peu un red flag, tu vois. Tu te dis bon, ok, le mec, enfin voilà, ça peut être un bon indicateur pour pressentir ce genre de choses. J'avais une petite question du coup encore par rapport à la manière dont toi tu te challenges. Je sais que tu fais partie de pas mal de communautés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, les communautés, c'est hyper intéressant parce que c'est comme prendre toutes les personnes. Alors, il y a des limites parce que parfois c'est un peu regarder ce que j'ai fait ou plein de questions qui sont posées dans tous les sens et puis finalement c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais au milieu, il y a des pépites. Et il n'y a aucune raison de ne pas tenter de joindre des communautés parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va en ressortir de ça. La French Designer Club, qui est super intéressant, commence à être pas mal connu, plein de ressources. Moi, je sais qu'à Montréal, je fais partie d'une communauté qui s'appelle Montréal Interactive, qui est un peu sur le même modèle et qui est très intéressant. Il y a pour les filles et les minorités en général, il y en a une qui s'appelle Hexagone UX et qui ont des chapters un peu partout. Je suis partie ils font aussi des sessions de mentorat. On est, et encore plus, là je fais qu'en citer 3, mais je pense que si on tourne sur le design communauté ou design Slack, il y a beaucoup de Slack, il y a des choses dans tous les sens. J'avais vu aussi Try On Girls, qui est vraiment très nord-américain. J'ai essayé de trouver le lien, mais je ne pouvais plus retomber dessus. Qui sont aussi tournés autour des femmes et du leadership. Donc après, ça dépend de qui on est, ce qu'on cherche, mais dans une petite communauté, c'est très intéressant parce que tu vas aller... Les gens, en général, on se pose tous les mêmes questions, donc c'est certain qu'on va tomber sur des personnes qui vont... Si on ne pose pas la question, une personne va la poser, et il y aura toujours plusieurs intervenants qui vont avoir différents types de réponses, et on peut aller directement avoir des réponses... en one-to-one avec une personne ou créer une discussion de groupe. C'est pour ça que les communautés, pour moi, c'est une force assez incroyable et sur tous les sujets. Si justement on est perdu, on ne sait pas par où commencer, les communautés, il n'y a pas de mauvaise question. On va toujours aller dans une direction. Il y a aussi autre chose, je pense que je te l'ai partagé très récemment. Ah oui, je parlais communauté, mais aussi autre chose, ça c'est nouveau, je l'ai vu naître cette année. Les plateformes de mentoring. Et je t'ai partagé un truc qui s'appelle Merit. D'ailleurs, je me suis mise il n'y a pas longtemps et c'est gratuit, donc ça vaut la peine de le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Mentor Cruise est pas mal à la mode. C'est bien, si on n'a pas de budget et qu'on est étudiant, qu'on vient de commencer, comme les mentors demandent à être payés, bon, ça peut être un peu rédhibitoire pour certains. Merit, c'est la même logique, mais c'est gratuit. Et il y a des gens assez fantastiques dessus. Et c'est quelque chose qui peut aider à tout niveau. Je donne des sessions de mentoring, mais je me fais mentorer sur des questions que j'ai moi. Il y a pas, c'est vraiment, la communauté est ouverte et tu vas aller chercher des personnes qui sont les plus adaptées à tes questions. Et quand on a des questions très, très, très pointues et que les webinars ou les MOOC ou des bouquins, ou je ne sais quoi, tu ne trouves pas les réponses là-dessus, aller parler aux gens, c'est extrêmement puissant. Parce qu'au pire, si l'information, peut-être elle était là dans toutes tes recherches et tu ne l'as pas vue parce que c'est le trop-plein d'informations, parler à une personne, c'est comme avoir ce travail de filtre déjà fait et d'une façon super qualitative.
Est-ce que par rapport à ça, ça t'arrive de contacter directement des gens sur LinkedIn Tout ou le temps. par d'autres? Ouais, ok. Et j'ai de plus en plus de gens aussi qui le font. Je pense que j'ai l'impression que c'est démocratisé et c'est super intéressant. LinkedIn est un outil extrêmement puissant. Ouais. Maintenant, requête personnelle, mais j'en ai aussi beaucoup entendu parler, ça marche bien si on est très authentique et pas demander une personne et puis ne rien dire. C'est vraiment, je me présente, j'ai fait ma recherche, je dis voilà, j'apprécie beaucoup telle ou telle chose que tu as écrite, je serais curieuse de savoir si tu peux 30 minutes pour discuter de tel ou tel sujet. Ça me fait penser à telle problématique que j'ai au travail. Je serais ravie si on pouvait avoir un café virtuel. Au moins, ça ne coûte pas cher un café, il suffit d'envoyer des emojis. Donc, ça, c'est pratique. Et puis, surtout, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais. Peut-être toi, tu arrives avec une demande, mais tu ne sais pas. Ça peut vraiment aller loin. Ça peut se terminer en belles amitiés, voire même travailler avec la personne. Plus jeune dans ma carrière, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé avec des gens juste en allant toquer à la porte ou en envoyant des tweets pour dire j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait en parler? Ou tiens, tu as fait ça, je me pose comme la question comment tu l'as fait? Donc pour apprendre des techniques de l'autre ou de juste s'inspirer, c'est extrêmement puissant. Oui, il y a une technique aussi. On en avait parlé à un webinar avec des maestros qui nous racontaient comment ils avaient décroché leur premier job de product manager. Ils racontaient qu'en fait ils faisaient tout le temps ça. Enfin pas tout le temps ça, ils spammaient pas, tu vois, mais ils envoyaient justement aux personnes, par exemple, qui travaillaient dans la boîte spécifiquement, et ils leur envoyaient un petit message. Mais en fait, c'était hyper important de soigner ce premier message parce qu'en fait, fallait pas montrer que tu étais là. J'ai vu que tu étais dans cette boîte. Réponds à mon message, mais il fallait vraiment dire, par exemple. Vous pouvez chercher sur Internet et trouver un article que la personne a écrit et dire, tiens, je rebondis sur ce contenu, tu as parlé de ça, ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que tu auras un peu de temps pour qu'on échange ou une interview YouTube ou plein de choses. Enfin, il y a du contenu sur Internet, peut-être sur la personne, et du coup rebondir dessus, ça peut faire une super bonne accroche et un super bon point de départ justement pour un échange. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, et ouais, super conseil de pas avoir peur de contacter les gens sur LinkedIn, parce que moi je sais que j'ai mis longtemps à le comprendre, et en fait c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses. Enfin, les gens en fait aiment bien répondre. C'est la conclusion. Et en tant qu'humain, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui a fait du travail sur toi, qui voit de la valeur dans quelque chose que tu as partagé, c'est certain que c'est très plaisant, mais parce que c'est authentique, c'est sincère. Donc, c'est sincère des deux côtés. Ouais, il y a France qui soulève que c'est 300 caractères max dans le message écrit de demande de contact. C'est vrai, ça rajoute, ça pimente un peu le challenge de faire ça en concis et en clair. Je voulais vous partager aussi par rapport aux ressources, parce qu'on parlait beaucoup de communauté, et tu nous as donné plein d'exemples de un peu de communautés dans lesquelles il y a le système de mentoring. En termes de communauté toute simple, moi je sais que j'aime bien passer par Meetup. Hyper simple, et en plus tu as tous les sujets, énormément de sujets, beaucoup de sujets en product, et puis ça te permet de choisir quand et comment est-ce que tu vas te renseigner sur le sujet. Donc je trouve que c'est un système. Après oui, il y a aussi Eventbrite par exemple, mais j'avoue que moi j'y suis un peu moins personnellement. Du coup je voulais aussi qu'on aborde un sujet que tu m'avais mentionné. Il y a Joyce qui nous dit, en parlant de ça, je suis très intéressée par le product. Je dis à Adrienne que tu lui as envoyé. On peut s'en parler aussi. Oui, Mocha, c'est bien, c'est pour mettre des sous de côté. C'est bien, très intéressant. Et oui, pardon, j'allais dire... Ah oui, si, quand on avait échangé pour préparer un petit peu ce webinaire, tu m'avais mentionné ce que tu appelles le doute sain. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Le doute sain, ça va avec un effet qui s'appelle, je ne vais pas le décortiquer, c'est le Dunning-Kruger, c'est ça, je l'ai bien dit, Yes. Kruger, en bonne dyslexique. C'est l'idée que... donc là, l'idée du doute sain, c'est d'être le contraire du porteur du syndrome de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, c'est, je pense, j'ai vaguement des connaissances sur un sujet, je crois que j'ai tout compris, et j'ai énormément de confiance en moi, et je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Et pour essayer de ne pas tomber dans trop, en tout cas, voilà, effet Dunning-Kruger, dans cet effet, qui est bien normal et qu'on peut tous être victimes à un moment ou à un autre de notre vie, plusieurs fois de le répéter, il faut exercer l'idée d'un doute sain, c'est-à-dire douter
mais sans douter, sans se rigidifier, sans se stopper, douter de ce qu'on a dit, juste le vérifier en gros. C'est-à-dire, ma logique, partir du principe que ce qu'on a en tête, c'est une assumption, c'est une hypothèse, mais avoir besoin de la vérifier. Alors, il y a des choses qui sont là, installées, c'est presque du muscle memory, mais quand il y a une incertitude, et notamment en plus en design, où il y a des méthodologies, il y a un process, mais il n'y a pas de formule magique. Donc, là où ça peut être dangereux, c'est se dire, moi, je connais toutes les méthodologies. Une fois, j'avais une jeune fille comme ça en recrutement qui me disait, pourquoi je te le prendrais toi? Me dire, je connais toutes les méthodologies. Et je dis, oh, bah, écoute, c'est trop bien. Moi, je les connais pas toutes. On le sait bien, mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est une boîte à outils. Et là où le doute est quelque chose qui est un outil extrêmement puissant, c'est juste remettre en question. Ok, je sais ça, d'où ça vient, comment je peux l'utiliser? Et être sûr que c'est quelque chose qui va nourrir sa réflexion et non pas seulement parce qu'on l'a appris quelque part par cœur et puis que c'est comme ça, c'est dogmatique, on va juste le suivre et un peu comme une formule magique. Ou par exemple, de façon très concrète, un des pitfalls souvent dans les équipes produits, c'est de dire « Ah, mais il y a machin qui fait ça, donc on va faire comme eux parce qu'eux, ils ont du succès. » C'est pas parce que tu as Apple ou Facebook qui fait tel élément dans leur flow que ça va être valide pour ton expérience de tes utilisateurs à toi. Donc, copier-plaquer, c'est quelque chose qui serait plus, je suis sûre de moi, je ne me pose pas de questions, j'avance et je n'ai pas d'esprit critique sur ma pratique. Quand je parle de doute sain, c'est ce côté de dire, est-ce que vraiment, j'ai un moment de réflexion, je me tourne 7 fois la langue dans ma bouche, c'est un peu cette même idée, pour dire, est-ce que vraiment la proposition que j'avance fait sens? Mais une sorte de check intérieur avant de pouvoir avancer. Ce qui permet de valider et d'assurer de la certitude dans sa façon de comprendre les choses, puisqu'on les a raisonnées. Et elles sont pertinentes puisqu'on les a vérifiées intérieurement avant de pouvoir passer à la suite. Et c'est comme ça que si, par exemple, tu vas rectifier une trajectoire aussi, parce que c'est bien normal, en apprenant, on fait des erreurs. Donc, on va peut-être croire à un moment que telle pratique est parfaite ou que ça y est, on a trouvé le Saint Graal et tout miser à l'intérieur. Justement, le doute sain va se dire, OK, bon, là, j'ai quelque chose qui semble intéressant. Je le pratique, je le découvre et au fur et à mesure, je vais itérer dessus, je vais avoir des informations qui vont me permettre d'avoir du recul par rapport à cette question précisément et de la digérer, de la faire mienne et de ce nouveau savoir pouvoir continuer à aller chercher d'autres éléments. Donc, c'est vraiment une réflexion et s'assurer que l'information telle qu'on l'a comprise, on l'a assimilée et c'est pas du par cœur. Ça me fait penser, c'est pas exactement la même notion, mais on avait discuté avec Alex Deff, qui est directeur produit chez Facebook à San Francisco, et qui avait donné 10 conseils qu'il aurait aimé qu'on lui donne en tout début de carrière de product manager. Donc, c'était un échange hyper riche, hyper sympa. Il y a le replay sur la chaîne YouTube si vous voulez jeter un coup d'œil. Et un de ses premiers conseils, c'était quand vous pitchez une feature, quand vous présentez votre idée de solution, avant, pour travailler votre discours et pour être sûr que vous partez dans la bonne direction, il faut que vous fassiez l'exercice de si je me positionnais en tant que personne opposée à cette feature, quels seraient mes arguments? Si j'étais la personne la plus sceptique, la plus opposée à cette feature, qu'est-ce que je dirais? Et en fait, là, ça te permet d'essayer de voir en fait tous les biais ou les angles morts que tu n'as pas vu toi dans l'élaboration de ta solution. Donc, je trouve que c'était très intéressant de vraiment se poser cette question, pour essayer de voir à des moments, là, bien sûr, il y aurait peut-être ça à soulever, etc. C'est un peu cette idée de pas prendre pour acquis et de remettre en question dans le processus. Et de confirmation, absolument, c'est une super idée.
Aussi, tu as parlé du coup un peu d'un entretien avec une fille du coup qui t'avait dit connaître toutes les méthodes. Et ça m'amène un peu vers notre dernière partie de ce webinaire parce qu'on approche de la fin de notre timing. Je voudrais qu'on se fasse un petit point carrière. Et est-ce que tu pourrais nous dire justement quand tu fais passer des entretiens, quand tu recrutes pardon, des talents en design, est-ce qu'il y a des signaux comme ça? Enfin, qu'est-ce qui te fait te dire que la personne a le bon état d'esprit et que ça serait un bon fit pour rejoindre ton équipe? Je pose des questions. De toute façon, un designer, c'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui est obsédé par le pourquoi, qui va vérifier qu'on pose le bon problème avant de se lancer. Donc, une personne un énorme red flag, c'est quelqu'un qui me dit, bah, tu me donnes des produits, puis je le fais. Je dis, oui, ben, pas dans une agence, c'est pas product designer. Product designer, tu as un emmerdeur qui, avant même que j'ai dit quoi que ce soit, il a fait un audit, il est curieux, il a déjà une idée précise, mais il la justifie. C'est pas j'ai l'idée et puis c'est moi qui ai raison, c'est j'ai vu tel élément, tiens, ça m'amène à penser à telle et telle chose. Et puis justement, parce que j'observe le monde et que je reste à l'écoute, non pas seulement de mon cadre. Moi, je suis en fintech. Bon, ben, c'est pas que la fintech, c'est de la curiosité qui est du monde entier. Aller vers des choses qui sont complètement différentes et être capable de raccorder et d'avoir cet esprit, cette capacité de connexion, donc de curiosité intellectuelle. Un élément qui est extrêmement positif, qui me dit, tiens, cette personne, elle va m'apprendre des choses. Je veux être entourée de personnes qui vont m'apprendre des choses. Je me dis, c'est intéressant, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de parler avec cette personne parce que sa façon de raisonner et d'articuler, de connecter les idées est rafraîchissante ou justement c'est différent de l'attendu. Et ça, en tant que product designer, c'est super intéressant. Donc finalement, c'est ton jus de cerveau, c'est le cerveau qui est l'élément principal qui est intéressant pour un bon recrutement, c'est que cette personne va être curieuse, va aller essayer de chercher, de valider et ne pas penser qu'elle a les réponses, qu'elle a toutes les méthodologies, que tiens, il semble que c'est la direction où aller et qu'on a l'impression que c'est un discours récité. Une personne qui prend des risques, quitte à ce que ce soit qu'elle part dans une direction où c'est complètement foufou, où on se pose même des questions, mais on sent qu'il y a une rigueur intellectuelle de se poser des questions et d'aller vérifier ensuite d'où ça vient. Ça, c'est super intéressant. Et c'est vraiment une qualité profonde pour un designer de se remettre en question, de poser des questions et d'essayer de raccorder des choses qui, en soi, peut-être ne seraient pas vues comme raccordables. Mais c'est vraiment ça. Il y a comprendre le monde, une grille de lecture du monde et ensuite dire, bon, bah, de telle et telle chose ensemble, voilà ce que je propose pour répondre à la problématique qui se révèle. Donc, c'est cette capacité de lecture qui, du coup, qui est plus une soft skill qu'une hard skill, mais c'est vraiment très important. Et en général, ça va avec une volonté ou une capacité à juste jumper sur n'importe quel sujet et ne pas s'intéresser à la technique. Tu vas juste le faire. Il y a tel outil, bon, on va tomber dessus. Mais quelqu'un qui dit, moi, je connais toutes les méthodes et je suis super fort en Photoshop et en Sketch, je dis, mais très, très bien, qu'est-ce que tu fais si je te donne Figma ou Webflow ou, allez, Framer. Et quelqu'un dira, oh non, je ne sais pas du tout. Ça, c'est peut-être un peu effrayant parce que comme tout va changer à toute vitesse, ce qui est important, c'est ce mindset de méthodologie et de apprendre à apprendre. Puisque c'est la seule chose qui va rester. Oui, je disais, c'est l'adaptabilité, pardon. Adaptabilité. Ok. Et par rapport du coup à ce que tu disais de cette idée de pas directement proposer une solution, c'est ce que France dit d'ailleurs, fall in love with the problem, not the solution. C'est l'idée aussi, on avait eu ça dans un webinaire, ce conseil qui était vraiment ressorti, c'est que en fait quand on te balance, par exemple, tu fais ton processus de recrutement, t'en es à la phase de l'étude de cas, on te donne une problématique, première chose, tu écoutes, évidemment. Mais deuxième chose, c'est tu poses toutes tes questions. Tu balances plein de questions. Si tu poses pas de questions, ça veut dire que, en fait, déjà, tu vas te les poser quand tu vas être toi tout seul devant ton étude de cas, ce qui est un peu embêtant. Mais surtout, ça veut dire que tu crois que tu as tout compris, que tu as tous les éléments, alors que c'est sûr qu'il y a plein de choses qui te manquent pour réfléchir et pour comprendre le problème et pour t'approprier la problématique qu'on te met en face. Donc,
Ça, je trouve que c'est un super tips en étude de cas, en entretien, poser des questions un max sans hésiter. Je voudrais te poser une petite question parce qu'on approche de la fin, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu as un petit tips au niveau du CV quand tu reçois des CV, est-ce que voilà, il y a un truc à faire ou un truc à pas faire? Je pense que j'ai pas lu de CV depuis très très longtemps. Ok. Et la lettre de présentation. Mais moi, j'aime pas le formalisme à la française. Je trouve que si tu veux quelque chose, va le chercher. Enfin, si vraiment quelque chose est intéressant et tu veux travailler dans une entreprise, va sur LinkedIn, envoie un message. Il faut que ce soit personnalisé. Fais ton homework, de dire pourquoi tu viens, ce qui t'intéresse. Non. Puis il y a un ordre. Après, il faut aller chercher sur Internet. Je ne sais plus par cœur, mais il y a un ordre de je viens pour telle raison. Il y a telle chose que toi, chez toi, m'intéresse ou ton entreprise. Et puis tu viens parce que moi, je fais ça. Mais le moi, il vient assez tard dans la conversation. Puis juste prendre en compte qu'on a quelqu'un de occupé en face de soi, donc aller droit au but, mais avec beaucoup, mais de façon empathique. Mais j'avoue, les CV, j'ai pas. Je pense. Qu'est-ce que je peux dire pour les CV Non, mais t'es pas obligé si t'as pas de. Oui, j'avoue, je sais. T'inquiète. Et oui, exactement. Bah, ça rejoint. Oui, absolument. Ouais. D'être authentique. Et don't lie. Ah oui, absolument. Don't lie. Et puis essaye pas. Je dirais, ah oui, en fait. Si, il y a quand même un truc. Déjà, en 30 secondes, je veux être sûre de voir que la grille est bien faite, que c'est clean et que c'est pas j'en fous dans tous les sens. En fait, je déteste il y a un truc un peu étonnant, c'est que les designers, plus un designer est bon, plus le CD va être sobre en général. La grille va être très belle, la typographie est bien choisie, c'est le less is more. S'il y en a dans tous les sens, avec un dégradé, un machin, ça m'intéresse pas trop, ou alors je pense que c'est comme avoir mis le focus sur quelque chose qui n'est pas le plus important. Mais être capable de montrer quelque chose de très clean et juste dans le CV de dire voilà, je suis capable d'avoir cette élégance-là et cette sobriété, c'est bien. Mais encore une fois, tout dépend de qui on veut recruter, du type de profil. Donc, c'est ça aussi. Avec des pincettes. Donc, c'est être clair, ne pas en faire trop, avoir un design un peu épuré. Et le top conseil, c'est d'aller contacter directement ce qui nous intéresse en ayant une présentation bien pensée, parce que la première impression, elle reste toujours. Écoute, génial. Moi, je suis trop contente. J'ai appris plein de trucs et je suis full tips. Pour les personnes qui sont connectées, si vous voulez nous mettre une petite note sur ce webinaire, de 0 à 5 pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé, de 1 à 5, parce que les 0, c'est un peu... Mais de 1 à 5 pour nous dire si vous avez eu les réponses que vous êtes venus chercher, si vous repartez avec encore plus de questions, ce qui potentiellement peut être très bon signe. Je vous partage, moi, pendant ce temps, plusieurs liens, notamment le premier pour notre prochain événement, comme je vous ai dit, jeudi qui arrive, on fait un webinaire avec Alexandre Trégui sur les méthodes de persuasion dans la création d'un produit tech. 5,5, trop cool, merci Joyce. Je vous ai mis aussi le LinkedIn de Claire, si vous voulez la contacter, avec un joli message, comme on l'a bien dit, et aussi mon LinkedIn. Et aussi, je vous ai mis le replay YouTube. Ah oui, je vous ai mis le lien de notre chaîne YouTube si vous voulez éventuellement aller consulter des replays de précédents webinaires. Trop cool. Okay, Big Four to keep your feet on the ground de France. Il y a un petit message perso pour Claire. Et merci beaucoup à tous pour cet échange. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Je ne sais pas s'il y a des derniers petits commentaires. 5, même si je n'ai pas pu tout suivre. T'inquiète pas, Dan, je vous partagerai le replay. Merci beaucoup. Et oui, bon après-midi, Claire, qui est juste en plein journée. Mais merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi, bonne soirée. Et puis à notre prochain rendez-vous.